Bonjour à tous, Nicolas sur la chaîne philosophique, donc une vidéo sur Isaac Newton qui s'intitule De la mathématique, de la physique à la spiritualité. Alors, Newton naquit dans une petite ferme de Woolsthorpe dans le comté de Lincoln le 25 décembre 1642. Alors, à 12 ans, il fut envoyé à l'école publique de Wenham sans succès, inattentif, nonchalant. Isaac consacrait beaucoup de temps à des inventions mécaniques, telles que cadrans solaires, roues hydrauliques et montres qu'il fabriquait lui-même. S'étant rendu compte de son intelligence, un de ses oncles prit des dispositions pour qu'il fût admis au Trinity College à Cambridge en 1661. Ce dernier s'adonnait principalement aux mathématiques, à l'optique et à l'astronomie. Alors en 1669, Isaac Newton et son maître Isaac Barrow, donc son maître de mathématiques, recommanda Newton comme un génie sans pareil et ce dernier fut nommé durant 34 ans au poste de chair au Trinity College. Le jeune homme, outre ses activités de professeur, procéda à de nombreuses expériences en alchimie avec la transmutation des métaux. Il s'intéressait à l'élixir de vie et à la pierre philosophale. Durant les 35 ans qu'il passa à Cambridge, il vécut comme un moine de la science. Il rédigea des règles pour philosopher, c'est-à-dire pour la méthode et la recherche scientifique. Il rejeta toutefois les règles que Descartes avait établies dans ses discours, donc le fameux discours de la méthode, comme principe a priori desquels toutes les vérités principales devaient découler par déduction. Donc la vision rationaliste en a priori qui s'oppose à l'empirisme a posteriori. Newton disait « non fingo hypothèse ». Je n'invente pas d'hypothèse. Je n'invente pas d'hypothèse. Il entendait par cela qu'il ne proposait nulle théorie relative à quoi que ce fût au-delà de l'observation des phénomènes. Ainsi, il ne voulait pas hasarder aucune conjecture quant à la nature de la gravitation, mais seulement décrire le comportement et en formuler des lois. Donc on revient un petit peu au principe de déduction qui s'oppose au principe d'induction. On parle des faits pour établir une loi générale. Je vous invite à lire Henri Poincaré de La science à l'hypothèse, où justement il explique ce passage-là, donc la phase inductive. Alors Isaac Newton ne prétendait pas éviter les hypothèses en tant qu'indice conduisant à des expériences. Au contraire, son laboratoire était consacré à l'examen de 1000 possibilités et idées. Il ne répudiait pas non plus la déduction, il insistait simplement sur le fait qu'elle devait partir des faits et conduire au principe. Donc on en revient au principe d'induction. Newton était un mélange de mathématiques et d'imagination et nul ne saurait le comprendre qui ne possède pas les deux. Voltaire, d'ailleurs, relata l'histoire de la pomme dans sa philosophie de Newton en 1738 et je le cite, « Un jour en 1666, Newton, qui s'était retiré à la campagne, vit quelques fruits tomber d'un arbre et ainsi, comme le dit sa nièce, Madame Conduit, il tomba dans une méditation profonde sur la cause qui attire tous les corps en une ligne qui, si elle était prolongée, passerait tout à fait près du centre de la Terre. » En 1677, Newton reprend ses travaux sur la mécanique céleste, c'est-à-dire la gravitation et ses effets sur les orbites des planètes, selon les références sur l'inertie de Galilée et sur les lois de Kepler du mouvement des planètes, et aussi en consultant Robert Hooke et John Flamsteed à ce sujet. Alors, dans son travail, Newton établit les 3 lois universelles du mouvement qui resteront inchangées sans aucune amélioration depuis plus de 2 siècles. Il se sert du mot de poids en latin gravitas pour parler des effets de ce que nous appelons maintenant la gravité. Et il définit les lois de la gravité universelle, donc beaucoup de scientifiques, de physiciens s'en sont inspirés. Alors, Isaac Newton est déclaré le père de la mécanique moderne grâce aux 3 lois du mouvement qui portent son nom et énoncées telles qu'elles sont enseignées de nos jours. Donc il y a le principe d'inertie, le principe fondamental de la dynamique et le principe des actions réciproques. Et là on retrouve, comme vous l'avez étudié, les forces d'attraction, les énergies, donc la formule de l'énergie totale, donc l'énergie potentielle égale m fois g fois h, donc la masse
fois g, l'accélération, fois h, la hauteur, g égale 9,80 newtons par kilogramme. Donc là, on a la formule mgh, donc c'est l'énergie potentielle quand on lâche un objet d'une certaine hauteur, sans résistance d'air, on va dire. Et l'énergie cinétique, notée EK, qui est égale à 1 demi de mv carré. Donc m c'est la masse et v c'est la vitesse au carré. Voilà, petit cours de sciences de terminale. Alors pour revenir à Isaac Newton, il n'est ni métaphysicien de profession comme Henry More, ni comme Descartes à la fois grand philosophe et grand savant. Newton est un savant de métier, et bien qu'à l'époque le désastreux divorce entre science et philosophe ne fut pas encore accompli, et que la physique fut encore non seulement appelée philosophie naturelle, mais aussi conçue comme telle, il n'en est pas moins vrai que Newton s'intéressait par priorité à la science et non à la philosophie. Alors, ce qui revient un petit peu à la même chose aussi d'une certaine manière, parce que philosophie, c'est, on va dire, aimer au sens étymologique, aimer la sagesse, mais c'est aussi aimer la connaissance, du moins essayer de flirter avec une connaissance et arriver à un certain acmé de la sagesse. La sagesse passerait justement par la connaissance. Et on peut citer Aristote, la philosophie aristotélienne, etc., etc. Si la philosophie l'occupe, ce n'est donc pas ex professo, mais seulement dans la mesure où il en a besoin pour poser les bases de son investigation résolument positive et empirique, donc qui renvoie à l'expérience. Alors, dans son ouvrage Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, on peut citer le fameux Scoli de Newton. Je viens de faire voir le vrai sens que je donne dans cet ouvrage à des termes qui ne sont pas communément usités. Quant à ceux du temps, d'espace, de lieu et de mouvement, ils sont connus de tout le monde. Il faut remarquer que pour n'avoir considéré ces quantités que par leur relation à des choses sensibles, on est tombé dans plusieurs erreurs. Pour les éviter, il faut distinguer le temps, l'espace, le lieu et le mouvement, l'absolu et le relatif, le vrai et l'apparent, les mathématiques et le vulgaire. Alors, en ce qui concerne Newton et la spiritualité, Newton fut profondément religieux toute sa vie. Fils de puritain, il passe plus de temps à l'étude de la Bible que la science. Une étude de tout ce qui est écrit révèle que sur les 3 600 000 mots qu'il a écrits, seul 1 million concerne la science et 1 400 000 la théologie. Donc, la science, théos, logos, science des dieux, des religions. Il croit à un monde immanent, donc qui s'oppose à un monde transcendant. Transcendant, c'est vers la verticalité. J'avais fait une vidéo sur l'immanence et la transcendance. Et ce qui est immanent, c'est ce qui est intrinsèque, je dirais même idiosyncrasique à chaque entité humaine, à chaque individu. Alors, pour prendre des propos donc, formulés par Emmanuel Kant, mais un peu plus tard par Heidegger, Martin Heidegger, il parlait justement de Dasein, donc c'est l'être qui va devenir étant, donc il va, alors peut-être sur un plan immanent, il va s'émanciper vers une transcendance. C'était une petite digression. Alors, Newton rejette l'illozoïsme, c'est-à-dire c'est une doctrine philosophique qui soutient que la matière est douée de vie par elle-même sans qu'interviennent des principes extrinsèques, donc extérieurs, donc qui s'opposent, comme je l'ai dit, à intrinsèque, qui est propre à chaque unité vivante. Les choses, la matière, la nature ont une vie propre, implicite de Leibniz et Spinoza. Il voit une évidence du dessein divin dans le système solaire. L'admirable uniformité du système planétaire force à y reconnaître les effets d'un choix. Il insiste cependant sur le fait qu'une intervention divine serait requise pour réparer le système en raison de la lente croissance de son instabilité. Alors, j'ai fait aussi une vidéo sur Leibniz il y a quelque temps, et là, il y avait vraiment un duel scientifique, voire métaphysique peut-être, entre Newton et Leibniz. Alors, la controverse qui opposait ces deux grands esprits au tout début du XVIIIe siècle a porté principalement sur 2 points. L'un assez secondaire concernant leur commune revendication de la découverte du calcul infinitésimal, l'autre beaucoup plus important avait trait aux raisons profondes de leur opposition sur la théorie de la gravitation.
Si pour Gottfried Wilhelm Leibniz, le mouvement des planètes, donc Leibniz a écrit Théodicée, traité de monadologie, je vous invite à aller consulter ma vidéo. Le mouvement des planètes autour du Soleil est dû à la circulation harmonique d'un éther fluide autour du Soleil qui emporterait les étoiles. C'est à cause de sa conception du monde. En effet, sa métaphysique lui interdit de concevoir un espace vide car ce serait attribuer à un Dieu une production très imparfaite. Alors, concernant la conception de Dieu pour Alexandre Corré, donc, qui était un épistémologue qui avait écrit Du monde clos à l'univers infini, l'opposition, je cite, fondamentale est cependant parfaitement claire. Le Dieu de Leibniz n'est pas le Seigneur newtonien, qui fait le monde comme il l'entend et continue à agir sur lui comme le Dieu de la Bible l'avait fait pendant les 6 premiers jours de la création. Et il est, si j'ose poursuivre la comparaison, le Dieu biblique au jour du sabbat, le Dieu qui a achevé son œuvre et trouve qu'elle représente le meilleur des mondes possibles. À l'inverse de Leibniz, comme l'écrira Samuel Clarke, pour Newton, le monde est réformable. Et s'il a découvert les lois de l'attraction universelle, il n'a trouvé aucune nécessité à ce que ces lois fussent telles qu'elles sont. Il a simplement constaté leur existence. Alors, chez Leibniz et chez certains cartésiens français comme Nicolas Malebranche, il y a l'idée que par sa raison, l'homme peut trouver avec évidence que Dieu pouvait faire de mieux. Donc là, on est vraiment sur une approche complètement rationaliste. Je parlais d'a priori. Au contraire, chez Newton et les newtoniens, la raison tend à chercher à observer les faits, à les expliquer, mais il y a une certaine volonté à ne pas se laisser entraîner vers des explications totales. Newton écrit dans les Philosophia et Naturalis Principia Mathematica: « J'ai expliqué jusqu'ici les phénomènes célestes et ceux de la mer par la force de la gravitation, et je n'ai jamais assigné nulle part la cause de cette gravitation. » Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre des j'aime, ça permet d'améliorer la visibilité de la vidéo et de surcroît de la chaîne philosophique. Activez les notifications, comme ça vous recevez, dès que je réalise une vidéo, vous recevez les notifications qui permettent de voir quand il y a une vidéo qui a été réalisée de ma part. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous. À bientôt. Merci, c'était Nicolas. Au revoir.